Le rapport 2022 du médiateur de la République révèle des dysfonctionnements au sein de l'administration comme l'inexécution des décisions de justice. De ce rapport, on retient aussi qu'en 2022, les services de médiation de la République ont accueilli et orienté 5230 usagers. Le document de 665 pages a été officiellement remis ce matin au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une mission de sensibilisation dépêchée dans la localité où l'orpaillage est pratiqué. L'initiative est à l'actif de la Chambre des mines du Mali. Elle fait suite à l'arrêté interministériel qui suspend les activités d'orpaillage sur l'ensemble du territoire du 15 au 30 septembre. L'accident vasculaire cérébral est en passe de devenir la première cause de mortalité dans notre pays, une situation qui inquiète. Voilà pourquoi la rédaction s'est intéressée au sujet en donnant la parole à un spécialiste. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Le médiateur de la République a officiellement remis ce matin son rapport 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un document de 665 pages qui révèle des dysfonctionnements au sein de l'administration comme l'inexécution des décisions de justice. Pour l'amélioration de l'état de droit, le médiateur de la République recommande la bonne distribution de la justice et la bonne gouvernance. Le président de la transition, en réponse, dit que l'alerte est là et qu'il faut corriger ces insuffisances. En 2022, les services du médiateur de la République ont accueilli et orienté 5230 usagers. Sira Batili. Les griefs adressés à l'administration compilés en document avec des recommandations. Cela s'appelle rapport du médiateur de la République pour l'amélioration de l'état de droit. Celui de 2022 est officiellement remis ici au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un document de 165 pages qui expose le nombre, la nature et la diversité des réclamations pour lesquelles le médiateur de la République est saisi par les citoyens. Au cours de l'année 2022, mes services ont accueilli, écouté et orienté 5230 usagers se répartissant comme suit. 2810 au niveau du siège à Bamako et 2420 au niveau des délégations territoriales. Sur ce registre, nous notons une nette amélioration par rapport à 2021 qui était de l'ordre de 3567 usagers. Ces dossiers concernent des domaines d'activité aussi divers que variés, dont la gestion domaniale et foncière, la justice, la gestion des carrières, les contrats et marchés publics, la protection sociale et l'éducation. Ce rapport 2022 contient également l'éventail des recommandations de l'espace d'interpellation démocratique EID, l'autre volet de l'action du médiateur de la République. Il est considéré comme le miroir de la démocratie et se tient chaque année le 10 décembre. La 26e édition, selon Madame le médiateur, a enregistré 334 dossiers. Après analyse des réclamations, le médiateur a fait cas de 3 problématiques de dysfonctionnement au sein de l'administration. L'inexécution des décisions de justice, la problématique du paiement des salaires et des cotisations sociales et la moralisation des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Pour l'amélioration de l'état de droit, le médiateur de la République recommande: la première concerne la gestion de la carrière des agents des collectivités territoriales et la gouvernance locale. La deuxième recommandation porte sur la bonne distribution de la justice et la bonne gouvernance. La troisième recommandation est relative aux difficultés liées à l'exécution des contrats et marchés publics. La quatrième recommandation est relative à la protection sociale. En réponse, le président de la transition a tout d'abord signalé l'importance de telles analyses pour la refondation du Mali. Pour le colonel Assimi Goïta, l'alerte sonne. Les insuffisances et dérives doivent être corrigées. Vous soulignez les vrais tares qui gangrènent notre administration. L'accroissement du nombre des usagers de l'administration publique que vous accueillez, écoutez et orientez chaque année traduit leur soif de justice et d'équité. Le traitement que vous faites des réclamations marque votre détermination à contribuer à la promotion d'une administration performante et de qualité. Vous constituez ainsi un recours nécessaire dont les usagers du service public ont besoin pour se faire entendre. Vous appelez ainsi à une action décisive pour freiner, sinon atténuer fortement les graves dérives du fonctionnement de nos administrations publiques
Les corrections requises nécessitent en effet une action collective et simultanée pour la continuité du service public. L'EID, poursuit le président de la transition, est d'une importance capitale pour l'exercice de la démocratie. Le colonel Assimi Goïta rassure quant au suivi des recommandations du médiateur de la République. L'EID, dont l'organisation incombe à votre structure depuis 2012, est aujourd'hui le reflet de notre démocratie. Exercice inédit, dont l'exclusivité revient à notre pays, l'EID imprime à notre peuple une culture démocratique nationale et impulse de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Dans les rapports de cette année, vous avez mis un accent particulier sur l'instauration de relations de confiance entre les usagers des services publics et l'administration pour la promotion de l'esprit des services publics. Madame le médiateur de la République, les observations et recommandations pertinentes énoncées dans les présents rapports seront dans l'image de l'action gouvernementale et en donnant une grande importance au contrôle plus accru, tant au niveau des structures que des personnes. La mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles envisagées dans la Constitution, promulguée le 22 juillet 2023, permettra d'améliorer la gouvernance dans les services publics pour répondre au mal courant de nos vies. Le rapport 2022 du médiateur de la République, 4 grands chapitres, des orientations pour la bonne marche de l'administration malienne. Outre ces aspects, le rapport retrace d'autres activités du médiateur de la République, comme la participation aux rencontres internationales et la prise de grandes décisions en matière de médiation institutionnelle. Rencontre d'échange entre la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et les membres de la commission en charge des questions féminines du Conseil national de transition. Les projets de loi relatifs au VBG et au Code des personnes et de la famille ont été abordés. Les deux parties entendent maintenir ce cadre de discussion afin de parvenir à des résultats probants. Awadit Makamara. Vous êtes peut-être le poumon et nous sommes les cœurs. Et on comprendra que dans un même organe, l'un ne va pas sans l'autre. La preuve de cette expression, c'est bien cette rencontre entre la nouvelle locatrice du ministère en charge de la promotion de la femme et la commission de la promotion de la femme du Conseil national de transition. Ce cadre de concertation permet de redynamiser les axes de coopération entre les deux entités, notamment en ce qui concerne la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Ces deux institutions sont complémentaires parce que quand Madame le ministre de la Promotion de la Femme va amener un projet de loi au CNT, c'est la Commission de la Promotion de la Femme qui va d'abord examiner ce projet de loi, faire les écoutes nécessaires, écouter tous les acteurs et enfin faire un rapport qui sera soumis à la plénière pour le vote. Donc je pense que notre rencontre d'aujourd'hui a été vraiment très très utile. Les échanges ont porté sur l'action gouvernementale, les questions relatives au projet de loi sur les VBG, celui portant sur le Code des personnes et de la famille, la protection des enfants. En somme, des sujets d'intérêt national. L'intérêt, c'est qu'on a discuté autour des questions comme l'autonomisation des femmes, les questions relatives aux violences basées sur les genres, mais aussi les questions relatives à la protection de l'enfance. Lors de ces échanges-là, nous avons discuté sur les issues qu'on peut trouver afin de soulager chacune de ces couches. On a discuté aussi sur les projets de textes législatifs qui existent actuellement au niveau du département de la femme, de l'enfant et de la famille et sur la stratégie vraiment qu'il faut adopter afin que le processus d'adoption de ces textes-là puisse s'accélérer. Un premier contact entre le ministre en charge de la promotion de la femme et ses interlocuteurs qui aura permis de dégager les priorités du département. Les représentants de l'organe législatif de la transition ont réitéré leur accompagnement à l'ordre du jour conformément à l'une de leurs missions, le contrôle de l'action gouvernementale. Le ministre en charge de la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagui, a rencontré cet après-midi dans son département les membres du mouvement de l'inclusivité. Les échanges ont porté sur le processus du DDR, la rétrocession des camps de l'aménagement aux femmes, l'accord de paix et des événements survenus au Niger. Suleiman Kenza Sidibé.
Le ministre a entretenu les membres du mouvement de l'inclusivité, des modalités, des aspects techniques et politico-administratifs du DDR. Il a été question aussi de l'accord de la paix issu du processus d'Alger, un processus qui connaît sa dynamique d'évolution actée par la nouvelle constitution du référendum du 18 juin dernier. Donc il n'y a aucun obstacle à la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est l'occasion pour nous également de lancer ce message à l'endroit des populations, de faire savoir que le fait qu'ils constatent le redéploiement de l'armée qui se fait dans un processus normal ne signifie pas que l'accord ne se met plus en œuvre, ou le gouvernement n'est pas dans la dynamique de mettre en œuvre l'accord avec les mouvements signataires. Tous les mouvements d'ailleurs, y compris les mouvements de l'inclusivité. L'occasion également nous est donnée de faire passer le message au gouvernement, qui est le partenaire des mouvements de l'inclusivité, de réactualiser notre engagement et notre soutien qui n'a jamais fait défaut. L'occasion nous revient également de dire à tous ceux qui se reconnaissent dans les mouvements de l'inclusivité et autres mouvements, de garder le calme, de ne pas avoir peur, de savoir que ce processus qu'on a enclenché depuis la signature de l'accord continue et sera, Inch'Allah, bouclé avec ce gouvernement. D'où cet appel du ministre demandant aux uns et aux autres de clarifier leur position vis-à-vis de l'État central, vis-à-vis du Mali. Cela est d'autant plus juste que l'accord de paix issu du processus d'Alger reconnaît l'intégrité du territoire national. L'accord d'Alger ne met pas du tout en cause, comme on appelle, l'intégrité du pays. Et le processus va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Le Mali est un et indivisible. Et l'armée malienne sera partout où besoin est. Et c'est au regard de cette réalité palpable que la MINUSMA est en train de rétrocéder ses camps à l'armée nationale du Mali. C'est aussi l'occasion pour les mouvements de l'inclusivité de passer un message aussi bien dans cette réunion qu'à l'endroit de nos populations et de nos combattants, que le processus de rétrocession des bases de la MINUSMA à l'armée malienne est un processus normal. Et nulle part, il ne vise un mouvement signataire. Et nulle part, ça ne concerne un mouvement signataire. La guerre du Mali, c'est une guerre contre les terroristes. Et je crois que c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Et un mouvement signataire ne doit pas se sentir gêné par cette dynamique. Parce que nous sommes dans le Mali et c'est le Mali qui nous concerne tous. Donc je voudrais lever cet équivoque. La deuxième chose, c'est de passer un message aussi de sensibilisation à nos populations, pour leur dire que cette armée qui est en train de passer pour occuper les anciennes emprises de la MINUSMA, c'est votre armée. Elle est là-bas pour vous. On peut considérer l'incident des Bers comme une étape du parcours devant permettre aux femmes de s'installer, de couvrir tout le territoire national pour le bien des populations. Le cas des Bers, c'est un incident peut-être de parcours. Il y a eu des petits incidents. Et vous avez tous entendu, tout le long du parcours, ils ont été jalonnés, attaqués, mais avec le professionnalisme, ils ont pu s'en sortir. Et actuellement, les militaires sont dans le camp des Bers. Et ça s'est confirmé. Il est à souhaiter que tous nos frères des mouvements désarmés, SEMA, Gatia, la plateforme et les mouvements de l'inclusivité, tous s'engagent pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Suite au message d'intoxication véhiculé sur les réseaux sociaux demandant aux populations du Nord de quitter leur village natal par crainte de déclenchement de conflits, le chef de la tribu Kel Ansar du Mali lance un appel aux populations, particulièrement celles de la zone de Tombouctou. Écoutons Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed, Dinasser, il est au micro de Mohamed Sankaré. J'ai constaté ces derniers temps des messages d'intoxication véhiculés par des individus inconnus qui demandent aux différentes populations du Nord de quitter leur zone. Je les informe personnellement de ne pas paniquer et de ne pas prêter attention à ces messages. Ces messages ne sont que des messages d'intoxication. Ils peuvent rester vaquer à leurs affaires. L'armée malienne est là pour sécuriser tous les citoyens maliens, sans exception. Et ce que moi je leur demande, d'accompagner leur armée, d'accompagner les autorités maliennes, parce qu'elles en ont fort besoin.
Ils en ont besoin non seulement dans leur mission de protection des civils, ils en ont besoin parce que le Mali traverse aujourd'hui une crise multidimensionnelle. Nous n'avons que ce beau pays qui nous a tout donné. Je ne vois pas pourquoi on demande aux gens de Tombouctou d'abandonner chez eux parce que l'armée va à Ber. Et pourtant l'armée à Kidal, elle est à Tessélit. Pourquoi on demande aux populations de Tombouctou de quitter? Donc voilà les messages que j'adresse aux communautés du Nord et particulièrement aux communautés de la tribu Kelansa. De rester tranquille, conformément au message du gouverneur de la région de Taoudeni et de Tombouctou et au message du commandant de la zone militaire de Tombouctou qui a si bien dit que nous sommes là pour vous, nous sommes vos enfants, on est là pour vous protéger. Les inspecteurs des services de la sécurité et de la protection civile renforcent leurs capacités dans le domaine de la comptabilité matière. Des thématiques comme la bonne gouvernance du secteur de la sécurité, les principes et méthodes d'évaluation et de traitement de la comptabilité sont au centre des échanges. Mamadou Fani. Une bonne connaissance de la comptabilité matière par les responsables en charge du contrôle contribue à améliorer efficacement la gestion des services. Le renforcement des capacités des inspecteurs des services de sécurité et de la protection civile dans ce domaine vise à rendre efficace leurs tâches quotidiennes dans le contrôle continu. Le présent séminaire constitue une étape importante de la mise en œuvre d'une série d'activités proposé par l'inspection des services de sécurité et de protection civile dans le cadre d'un plan d'action issu de l'évaluation de la mise en œuvre des 7 recommandations importantes de l'analyse diagnostique de 2016 qui devrait améliorer la performance de la structure. L'objectif majeur de cet appui consiste à pouvoir réunir toutes les conditions stratégiques, techniques, andragogiques indispensables pour créer des services d'inspection performants, indépendants et responsables qui contribuent à une bonne gouvernance et assurent la redevabilité. Plusieurs thématiques comme la composition d'un bureau comptable, les règles et procédures de la comptabilité matière au regard de la bonne gouvernance du secteur de la sécurité, entre autres, seront au cœur de cette formation. Il s'agira pendant 5 jours d'échanges autour d'importantes thématiques de la comptabilité matière avec des experts nationaux et internationaux, toutes choses qui contribueront, sans nul doute, à accroître la compétence des inspecteurs et à s'assurer qu'ils seront suffisamment en mesure de mener des missions d'audit et de contrôle de gestion, prenant en compte la vérification et la conformité de la comptabilité matière des services de sécurité sous leur responsabilité. L'inspecteur en chef des services de sécurité a pour sa part salué cette formation qui, selon lui, va augmenter la qualité de contrôle des inspecteurs pour une meilleure rationalisation des ressources. Le président du Conseil national de transition informe les membres du Conseil national de transition que dans le cadre de la session extraordinaire d'août 2023 en cours, une séance plénière se tiendra le mardi 15 août 2023 et jour suivant s'il y a lieu. L'ordre du jour porte sur les points suivants. Délibération sur des projets de loi, communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko au Centre international des conférences de Bamako. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous. Démarrage du 3e session des audiences correctionnelles du tribunal militaire de Bamako au titre de l'année 2023. Cette session a son rôle 5 affaires impliquant 7 militaires dans des cas de violation de consignes militaires, de vols et d'escroquerie. Pour plus de précisions, écoutons le colonel Soumaïla Bagayego, procureur général près le tribunal militaire de Bamako. Il est au micro de Nouhoum Sissoko. Il y a 5 affaires qui sont inscrites au rôle et 5 affaires mettant en cause 7 personnes. Il y a une affaire de trafic illégal d'armes à feu et violation de consignes militaires. Il y a une affaire de vol
et violation de consignes. Il y a une affaire d'escroquerie et il y a une affaire de coups et blessures involontaires, dommages à la propriété et violation de consignes militaires. Les infractions suscitées constituent des délits et la peine encourue pour ces infractions, c'est de 1 an à 5 ans. Bon, cette audience est très importante parce qu'il y a un cas de vol de munitions de guerre. Par cette infraction, les 3 militaires mis en cause, les 3 militaires prévenus qui comparaissent devant le tribunal militaire de Bamako étaient des sous-officiers de magasins d'armes de Sikasso. Cette affaire est très importante par le fait du nombre de munitions volées. Il s'agit de 21 caisses de munitions. Et ce n'est pas n'importe quelle munition, ce n'est pas des munitions ordinaires, c'est des munitions de 12-7 qui sont au nombre de 20 caisses et une caisse qui est la 21e, qui est des munitions de 14,5. Les munitions ordinaires, ce n'est pas les munitions de Kalash, c'est des munitions vraiment des armes lourdes. Et ces munitions tombent dans les mains de nos ennemis et ça retourne contre nous. La peine encourue à la matière, c'est 1 an à 5 ans. C'est de vol. Il ne devrait pas avoir par déversoir en sa qualité de responsable du magasin, des caisses d'un nombre important comme ça. Et c'était pour alimenter des besoins de réintégration dans l'armée. Le recrutement devrait se faire à Sévaré. Ils ont été interceptés en cours de route par les douaniers. La particularité aussi de cette audience, c'est que chaque fois qu'on a une affaire à juger, il y a des cas de vol d'armes ou bien des cas de munitions de guerre. Ça fait de l'argent, ça alimente les conflits communautaires et ça retourne contre nous. C'est ainsi que le commandement est monté sur son grand cheval en modifiant même le statut des militaires. Maintenant, quelqu'un qui est puni, ou bien qui est puni d'un emprisonnement de 3 mois ou plus, il est d'office radié de l'armée. Cette loi modificative date de février 2023. Une mission de sensibilisation est dépêchée dans les localités où l'orpaillage est pratiqué. L'initiative est à l'actif de la Chambre des mines du Mali. Elle fait suite à l'arrêté interministériel qui suspend les activités d'orpaillage sur l'ensemble du territoire du 15 juin au 30 septembre 2023. Abdul Karim Kaba. Nous ne sommes pas venus pour donner des leçons, plutôt un rappel pour plus de protection et de sécurité. C'est en ces termes que le président de la Chambre des mines du Mali a introduit ce conclave à Kangaba. En effet, depuis 2015, un arrêté interministériel suspend les activités d'orpaillage sur l'ensemble du territoire du 15 juin au 30 septembre. Il est de notre responsabilité d'attirer votre attention sur les dangers liés à la pratique de l'orpaillage en cette période de l'année. Aujourd'hui, l'orpaillage il est devenu une activité de tous les jours et cette activité occupe nos bras valides. Au cours de ces 10 dernières années, l'orpaillage est devenu une activité économique majeure dans notre pays, qui est aujourd'hui pratiquée par quelques 2 millions de Maliens. L'activité de l'orpaillage rapporte au Mali, bon an mal an, quelques 20 tonnes d'or, soit l'équivalent de plusieurs milliards de nos francs. La Chambre des mines du Mali est dans son rôle dans cette démarche. C'est pourquoi les autorités administratives, coutumières et religieuses lui ont assuré de leur accompagnement. Selon elle, cette mesure permettra de sauver des vies. L'objectif de cette mission, c'est de sensibiliser pour vraiment parer à ces aléas. Ces aléas, c'est quoi? La dégradation de l'environnement, les pertes en vie humaine, les pertes d'animaux, tout ce qui est conséquence qui va dégrader notre écosystème
et qui va vraiment toucher à notre vie humaine. Au regard de tout cela, je vais demander à nos parents ressortissants du cercle de Kangaba toujours de nous accompagner. Signalons que Kangaba est la première étape d'une série qui conduira la Chambre des mines dans plusieurs localités où l'orpaillage occupe une place de choix. Rôle et place du Carité au Mali et à travers le monde. C'est le thème du salon organisé par Wassa Carité dénommé Salon de vue du Carité. L'initiative vise à promouvoir la filière Carité afin qu'elle permette aux acteurs évoluant dans le domaine de s'épanouir. Mariam Koulibaly. Filière stratégique au Mali, le Carité demeure une source de revenus pour de nombreuses femmes rurales, qui sont généralement responsables de la collecte et de la transformation des noix en beurre de karité. Cependant, le secteur reste confronté à de nombreux défis tels que la déforestation, la surexploitation et la concurrence illégale. C'est pour prendre à bras le corps ces problèmes que ce salon de vie du Carité est initié. Le salon s'appelle le salon de vie du Carité. C'est pour donner le rôle et la place du Carité au plan national et international. Parce que le Carité est très prisé sur le marché international à cause de ses bienfaits thérapeutiques, cosmétiques et puis agroalimentaires. Une cinquantaine de femmes venues de plusieurs localités de production du Carité prennent part à la rencontre. Ce salon-là, je crois que ça va nous apporter beaucoup de choses. Ça va aider beaucoup de femmes pour transformer beaucoup de Carité, pour amener ça à l'extérieur, pour revendre pour les femmes. Au sortir de vos débats, j'attends des recommandations pour une plus forte valorisation du travail artisanal des femmes maliennes et africaines en général. Et le principal défi reste de savoir comment améliorer les revenus des femmes rurales qui représentent un maillon important de la filière fournissant la matière première, c'est-à-dire l'amande et le beurre, et qui envoient régulièrement des milliers de tonnes de Carité dans les usines européennes et américaines. L'espace est mis à profit pour démontrer l'ensemble des bienfaits du Carité et aussi le savoir-faire des femmes maliennes en la matière. À la date du 30 juin 2023, le taux de réalisation des activités programmées de Mali Météo est de 52,4% pour un taux d'exécution des dépenses de près de 21%. C'est ce qui ressort de la 21e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de la météorologie. Abibatou dit Koyanjakiti. Ce 14 août, les administrateurs de Mali Météo se sont réunis au siège de la structure, non pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais plutôt pour faire le point des activités réalisées au cours du premier semestre de 2023 et fixer les orientations nécessaires pour le reste de l'année. À la date du 30 juin 2023, les recettes ont été recouvrées à hauteur de 1 480 866 905 francs CFA pour une prévision de 4 121 785 777 francs CFA, soit un taux de recouvrement de 35,95%. Le taux de réalisation des activités programmées par l'Agence nationale de la météorologie est de 26,19% pour 11 activités réalisées sur 42 programmées. Toutes choses qui vont permettre à l'Agence nationale de la météorologie de répondre aux besoins des populations en information et services météo et à la lutte contre les impacts des changements climatiques. Le premier axe, c'est le développement institutionnel, le développement technique, le développement des ressources humaines. L'autre aspect, c'est un financement innovant pour pouvoir mener les activités que nous voulons faire. Et l'autre, c'est l'accès des usagers aux informations. Et c'est tout naturellement que le directeur général de Mali Météo touche un mot de la saison des pluies. Il nous confie que malgré les pauses pluviométriques répétitives, l'hivernage se déroule normalement. Une délégation de l'Association des anciens travailleurs d'Air Mali vient le séjourner au Burkina Faso. Il s'agissait pour les membres de l'association
de se recueillir sur les tombes des victimes du crash d'avion d'Air Mali intervenu le 11 août 1974 à 47 km de Ouagadougou. Moribo Marigo et Sambou Diakité. L'Association des anciens travailleurs d'Air Mali ATAM, un des anciens regroupements professionnels de notre pays, avec comme objectif servir de rempart contre l'oubli. Pour ce faire, l'ATAM a décidé de célébrer par exemple dans l'année des événements parmi lesquels l'anniversaire de la date de création d'Air Mali le 27 octobre 1960 et le 2 mai 1961. En plus de ces dates, les responsables de l'association se sont aussi fixés comme objectif de commémorer les dates des accidents d'avion en hommage à leurs anciens collègues victimes. Mais n'ayant pas tous les moyens de sa politique, l'association avait opté pour faire la politique de ses moyens jusqu'à ce 11 août qui les a vus faire du rêve du voyage sur Ouagadougou une réalité en vue de se recueillir sur les tombes des victimes du crash d'avion d'Air Mali en 1974. Et nous avons souhaité aussi venir à Ouaga. Malheureusement, Ouaga, c'était assez compliqué parce que c'est trop loin. Et ensuite, l'insécurité s'est installée. Donc on a pratiquement oublié. C'est il y a 10 jours que accidentellement j'ai échangé avec notre fils, Bokari Kolon Sidibé. C'est le fils d'un ancien commandant de bord d'Air Mali, Feu Draman Sidibé. Nous sommes au nombre de 14, il a payé les billets aller-retour, l'hébergement. Et nous sommes aujourd'hui présents pour effectivement vraiment réaliser ce rêve-là pour nous. Faire des recueils sur cette tombe et faire des bénédictions pour les camarades que nous avons perdus. Parce qu'on l'a fait pour les autres, on a été à Tombouctou, à Bamako, on a fait tous les ans on le fait. Un partenariat qui a permis ainsi à l'ATAM de supporter les frais de voyage sur Ouagadougou de 14 personnes, permettant ainsi aux représentants des familles de retrouver la paix de cœur et le sentiment du devoir accompli. Cette mission, l'ATAM espère qu'elle sera couronnée un jour par le rapatriement des restes des camarades dans un des cimetières à Bamako. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de promotion de la scolarisation des filles, l'ONG Action Mopti vient d'organiser à Tombouctou une journée d'interpellation sur la question en partenariat avec le Centre d'animation pédagogique de Save Children. Les organisateurs entendent conforter la dynamique de la scolarisation des filles dans la région de Tombouctou. Yaya Tandina. Conforter la dynamique de la scolarisation des filles pour réduire les disparités d'accès et de rétention entre les filles et garçons, tel est l'objectif de la présente journée d'interpellation démocratique à Tombouctou. Cette journée d'interpellation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel de résilience SCW MIRP de Save Children International. L'ONG Action Mopti, en tant que partenaire de mise en œuvre, a organisé cette journée à l'intention de 5 communes du cercle de Tombouctou sur l'éducation des filles. Malgré des efforts significatifs consentis par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires depuis des années pour améliorer la couverture scolaire et lutter contre les inégalités à travers la scolarisation accrue des filles à l'école, force est de reconnaître que les objectifs de la scolarisation des filles ne sont pas encore comblés et que beaucoup de défis restent à relever. Pour les organisateurs, la promotion de l'éducation des filles relève de l'engagement de tous et en ligne de mire, les parents et les filles. L'école doit être l'affaire de tous et tous nous devons nous engager pour la scolarisation des filles. Ensemble, nous devrons faire davantage pour promouvoir et protéger les droits des filles. J'ai dit cela car aucune solution durable aux difficultés actuelles, qu'il s'agisse des changements climatiques, de la stabilité politique et économique ou de la fin de la pauvreté, ne pourra être trouvée sans la participation pleine et active des femmes et des filles. Cette journée d'interpellation deuxième du genre à Tombouctou est une opportunité de mettre en œuvre la stratégie nationale de la scolarisation des filles dans la région, butée à des obstacles socio-culturels. Bamako City Tour édition 2023, le circuit touristique dénommé Découverte a été lancé hier par l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali et son partenaire, la ferme Clédou. Ibrahim Kaoukonate. Le circuit touristique dénommé Découverte s'inscrit dans le cadre de Bamako City Tour. Ce nouveau programme permet au public de visiter les merveilles touristiques du Mali. La ferme Clédou est située à Baguineda, à une quarantaine de kilomètres de Bamako, constitue une destination touristique. Nous avons vu les Autriches et je pense que c'est la toute première fois de ma vie de voir des Autriches comme ça et en grande quantité.
Et l'explication que le monsieur nous a donnée vraiment nous ont permis de comprendre encore plus sur la vie de ces animaux-là. C'est une occasion pour nous, en tant que Maliens, de venir visiter et de s'acquérir de comment se passe le retour de ces Autriches-là au Mali. C'est très beau, un très bel endroit, c'est très grand. Après, je pense que c'est un endroit qu'il faut venir faire à pied, il faut venir marcher un peu, voir le paysage, etc. Du coup, pour moi, c'est une très bonne expérience. La ferme Clédou offre aux clients la possibilité de découvrir une dizaine d'espèces animales. Bon, on a fait exprès d'amener la clientèle visiteur touriste de Bamako pour voir cette merveille du tourisme au Mali. Et la ferme Clédou, comme vous savez, située un peu à une quarantaine de kilomètres de Bamako, plus précisément de la Tour de l'Afrique, qui est un site agro-silvopastoral par excellence et surtout un site d'écotourisme. Grâce à la ferme Clédou, le Mali est deuxième producteur au monde d'Autriche et de tortues et premier producteur au plan africain. En prélude aux festivités marquant le 76e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, le 15 août, l'ambassade de l'Inde au Mali a organisé une exposition photo au Musée national. Le vernissage de cette exposition photo entre dans le cadre de la commémoration du jour des souvenirs des horreurs de la partition. Ibrahim Kaokonati. L'intonation des hymnes nationaux, l'interprétation des chansons patriotiques, la coupure du ruban symbolique, la remise des cadeaux et la visite guidée ont meublé cette journée commémorative des souvenirs des horreurs de la répartition. Le Premier ministre indien, l'honorable Narendra Modi, donc dans son discours à la nation à l'occasion de du 75e anniversaire donc, de l'indépendance de l'Inde, le 15 août 2021, a déclaré que donc, le 14 août sera désormais observé comme la journée des souvenirs des horreurs donc, de la partition. La célébration de ce 76e anniversaire permet aux autorités indiennes de mettre en lumière les peines subies par les populations. C'est maintenant que l'Inde a décidé de commémorer cette journée d'horreur. C'est parce que l'Inde en a besoin. L'Inde a besoin de rappeler aux Indiens qui sont encore face au démon de la division que si l'on ne prend garde, on risque d'aller vers une autre horreur qui a fait plus de 6 millions de déplacés et plus de 500 millions de morts. Donc c'est le bon usage de la mémoire. Cette page triste de son histoire pour rebondir. Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, l'Inde existe. Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, l'Inde compte. Et je pense que ça c'est quelque chose de clair, quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est visible. Il a dit que les Indiens aujourd'hui sont au top de la technologie. Les Indiens aujourd'hui sont présents partout. La commémoration de cette journée de souvenirs d'horreur de la répartition de l'Inde a commencé en 2021. Je veux lancer également dans les titres. L'AVC, accident vasculaire cérébral, est en passe de devenir la première cause de mortalité dans notre pays. Les changements d'hygiène de vie seraient à l'origine de cette augmentation. Même si tous les symptômes de l'AVC n'apparaissent pas en même temps, ils surviennent de manière très brutale d'une seconde à l'autre. Comment réagir donc face à un cas d'AVC? La réponse dans Focus Santé signée par Akissa Ouattara. Un monde qui mange de moins en moins sainement et qui bouge peu. Toutes les conditions sont réunies pour que l'AVC devienne un problème de santé publique. Au Mali, l'AVC est la première cause d'hospitalisation dans les services neurologiques. Comme vous le savez, le cerveau, comme toutes les structures du corps, sont vascularisés. Vascularisés, ça veut dire qu'il y a des vaisseaux qui amènent des nutriments au cerveau, qui permettent au cerveau de vivre. Ces vaisseaux qui sont des canalisations, qui sont des tuyauteries, il y a une tuyauterie très complexe dans le cerveau
et qui apporte les aliments au cerveau et qui permet à notre cerveau de vivre. Et cette tuyauterie peut être l'objet de dégâts, comme ce qui peut se passer dans les tuyauteries de robinet. Donc cette tuyauterie peut soit se boucher, c'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique, ou soit se casser, laissant échapper du sang, c'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique. Dans tous les cas, la conséquence est la même, un cerveau endommagé. D'abord, toute personne à un certain âge est un candidat potentiel à un accident vasculaire cérébral. Certaines maladies constituent des facteurs de risque. L'hypertension. Je répète, l'hypertension artérielle est le principal facteur de risque. Le diabète, l'obésité. Et donc, quand on a ces signes réunis et qu'il y a soudainement une fonction qu'on perd, qu'est-ce que je vais dire soudainement une fonction qu'on perd? C'est-à-dire qu'on soit là, qu'on perd le langage, ou qu'on perd la fonction d'une partie du corps, c'est-à-dire une fonction du corps subitement n'arrive pas à se mouvoir, ou qu'on perd une fonction, ça peut être le langage, et tout ce qui arrive brutalement, jusqu'à preuve de contraire, doit être considéré comme un AVC. Face à un cas d'AVC, le mieux est d'amener rapidement le malade à l'hôpital, car tout se joue dans les 3 premières heures qui précèdent la survenue d'un AVC. Chaque fois qu'un individu présente une perte de fonction de manière soudaine, brutale, la première des choses à faire, c'est encore une fois d'amener l'individu à l'hôpital. D'amener l'individu à l'hôpital, pourquoi? Parce que si on fait un scanner tôt, ou une IRM tôt, et qu'on tombe sur la situation tôt, quand on prend le patient en charge très tôt, on peut sauver les fonctions. Et je répète les anglo-saxons qui disent time is the brain, c'est-à-dire le temps c'est du cerveau. Le temps c'est du cerveau. Plus on perd du temps, plus on perd de la matière cérébrale. Tout geste pratiqué par un personnel non médical peut donc être fatal. J'ai aussi été informé par cette information qui circule sur les réseaux sociaux pour dire que quand quelqu'un fait un AVC, il faut le faire saigner. Et je dis ici et de manière formelle que cette information est fausse. Que cette information est fausse et elle est fausse. En fait, ce n'est pas la partie qui ne bouge pas, c'est la commande qui ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas en faisant saigner la personne qu'on peut faire récupérer la personne. C'est même dangereux. C'est même dangereux parce qu'il y a un problème neurologique. À un problème neurologique, on va associer un problème vasculaire, un saignement, et potentiellement un problème infectieux. Parce que la personne peut se vider de son sang, l'endroit qui a été percé peut s'infecter, et donc on va aller d'un problème qui peut potentiellement être simple à un problème qui va devenir compliqué. Le mieux est de faire coucher la victime en une position confortable ou en position latérale de sécurité, mettre la pression sur le côté avant l'arrivée des secours. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.